donc, c'est moi qui ai la chance et l'honneur d'animer cette conférence. On va peut-être faire un tour de table. Je vais demander aux gens de pouvoir se présenter un petit peu les uns et les autres, que les internautes qui nous suivent puissent un petit peu vous identifier et comprennent qui vous êtes. On va peut-être commencer par les gens qui sont plus loin. Guillaume? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci effectivement pour l'organisation de cette réunion, de ce webinaire. Donc pour ma part, je m'appelle Guillaume Béraud, je travaille au sein du cabinet François Tourisme Consultant, qui est un cabinet de conseil donc spécialisé dans le secteur du tourisme et notamment sur les questions de tourisme durable depuis une vingtaine d'années. Nous travaillons en France, en Europe et sur l'international. Nous avons aussi un certain nombre de cabinets partenaires, dont Philippe Jean Arnoux sur Madagascar, d'autres établissements également avec lesquels nous travaillons sur d'autres destinations de par le monde. Et donc, effectivement, nous avons pas mal d'expérience en termes d'accompagnement très technique avec des hôteliers sur la mise en place de bonnes pratiques de tourisme durable, mais également avec d'autres opérateurs et à d'autres échelles auprès de territoires touristiques ou auprès de pays pour les accompagner sur le déploiement du tourisme durable sur leur destination. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Guillaume. Mior, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Et je remercie aussi l'organisateur de ce salon. Et bon, je suis Andia Manoussou Raphaël Somiour, directeur d'appui à la promotion de l'économie verte et bleue au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a pour mission de sauvegarder, valoriser notre environnement et nos ressources naturelles uniques pour le bien-être de la population malgache ainsi que le développement durable du pays. Et c'est dans ce sens même que se focalise la mission de notre direction, c'est-à-dire de contribuer à promouvoir les recherches, l'utilisation durable des ressources naturelles porteuses de l'économie verte et bleue. Mais notre direction aussi s'occupe de la promotion de la RSE et, c'est-à-dire, nous développons, appuyons les initiatives sur la RSE, mais aussi nous développons les partenariats, la collaboration avec les secteurs privés pour aboutir à la mission du ministère. Et le tourisme responsable fait bien partie de l'économie verte. Donc, et là aussi, on peut développer la RSE. Merci. Merci. Stella? Alors, Stella. Attendez. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Voilà, on avait un petit problème de micro, c'est réglé. Alors, on vous OK. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Stella Schanman, directeur de la valorisation des produits touristiques au sein du ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie. Donc, ma mission donc, au sein de la direction, c'est de planifier le développement du tourisme national et la valorisation et l'aménagement des zones touristiques. Ça veut dire veiller au développement du tourisme national, appuyer la valorisation des zones touristiques, identifier et lancer de nouveaux zones, sites ou nouveaux produits touristiques, établir la situation des réserves foncières touristiques et patrimoine touristique et l'aménagement touristique des sites et zones touristiques. Donc, je suis là donc je remercie l'organisateur pour cette réunion webinaire et surtout pour la mise en place du tourisme durable parce qu'auparavant, j'étais le directeur de développement du tourisme durable ici au sein du ministère du Tourisme, mais comme on a changé l'organigramme, donc maintenant, je suis le directeur de la valorisation des produits touristiques. D'accord. Merci beaucoup. Dorian?
Oui, bonjour à tous. Je suis Dorian Wong, Front Office Manager de Tambo Boutique Hotel à Boudvoun, qui sera le futur groupe de Radisson basé ici à Antananarivo. Nous avons 2 hôtels, un situé à Ambatonakang, le Tambo Suite, et le Tambo Boutique Hotel à Boudvoun. Et bientôt, l'année prochaine, nous aurons le Radisson Blu à Boudvoun Waterfront. D'accord, merci beaucoup. Peut-être préciser que dans les attributions qui te reviennent, tu es spécialement chargé du développement durable, si je ne m'abuse. Exactement, le développement durable et de la responsabilité sociétale de tout le groupe Radisson, ici à Antananarivo. Voilà, tout à fait. Qu'on précise un peu pourquoi tu es parmi nous ce soir quand même. Hein. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Luc. Bien, bonjour à tous. Heureux d'être présent pour cette conférence en ligne. Donc, Luc Roncin, je suis administrateur d'une entreprise sociale qui s'appelle Le Relais et qui fait partie du giron Emmaüs. Notre métier est en fait de faire de la réinsertion sociale par l'activité économique autour d'une forme, on va dire, coopérative et d'une volonté vraiment de transformer l'entreprise. Nous sommes présents à Madagascar autour de 6 activités et 500 collaborateurs. Des activités qui sont aussi amusantes que fabriquer des voitures, les voitures Cairns malgaches ou l'agroécologie. Et puis ce soir, nous avons, peut-être que ça nous intéressera plus, 2 hôtels, 2 structures hôtelières, Moringa Hotel à Tuléar et la station thermale de Ranmafan, qui sont des structures hôtelières engagées autour de une transformation du tourisme de manière assez globale et engagée. D'accord. Merci beaucoup, Luc. Okay. Aurélien? Oui, bonjour. C'est Aurélien Camille. Très heureux d'assister aussi à cette conférence et puis de partager ce qu'on a. En fait, on est des prestataires spécialisés dans le tourisme solidaire et organisateurs de voyages. Actuellement, on s'organise pour mettre en place des activités villageoises dans les zones sud de Madagascar qu'on appelle le Cercle du Sud. Donc, actuellement, on a des acteurs qui sont dans l'objectif de mettre en place des systèmes de développement durable en créant des activités pour les jeunes. Et puis, dans l'Ichal, on gère aussi l'éco-lodge, surtout dans le sens de prévoir déjà tout ce qui est activité durable. D'accord, merci beaucoup. Bien, pour commencer, donc, la première question, c'est je voudrais l'adresser donc à Guillaume. S'il pouvait donc nous dépeindre un petit peu et nous faire un peu un état des lieux à aujourd'hui, où est-ce qu'on en est au niveau du tourisme durable, donc dans le secteur dans notre secteur, au niveau international. Oui, très bien, merci pour cette question. Effectivement, aujourd'hui, la question du tourisme durable est un sujet qui mobilise de plus en plus les professionnels à différents niveaux. Au niveau des entreprises, des acteurs, des opérateurs terrain, mais également auprès des pays et des destinations. Auprès des entreprises touristiques, aujourd'hui, toutes les grandes chaînes hôtelières et les grandes chaînes d'hébergement sont engagées clairement sur des programmes de bonnes pratiques environnementales, sociales et économiques. Quand je parle d'économique, c'est notamment sur le volet sociétal, c'est-à-dire quelles relations ils entretiennent avec des partenaires locaux. Ça peut être sur des actions de protection de la nature, mais ça peut être aussi sur des actions de solidarité voilà, très, très, très locales. Donc aujourd'hui, il y a un engouement. Vous allez me dire, mais peut-être que certains communiquent davantage qu'ils ne mettent en pratique, et donc qu'on pourrait qualifier cela de greenwashing. Il y a effectivement parfois beaucoup de communication. Il y a aussi parfois certaines actions très concrètes. L'important dans l'ensemble de ces démarches, c'est de s'assurer que ce qui est dit soit vraiment fait et que les groupes puissent apporter des preuves sur leurs engagements. Donc peut-être on reviendra sur cette question-là tout à l'heure de comment justifier, comment prouver quand on est hôtelier ou opérateur touristique, comment prouver la réalité de ces engagements et de ces actions auprès de ses clients, auprès de ses partenaires. C'est un enjeu fondamental. Mais voilà, donc il y a quand même un engagement important
de la part de ces grands opérateurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau des petites structures, là, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes et qui se font avec des projets d'envergure différents. Mais sur le terrain, et notamment à Madagascar, il y a beaucoup d'actions qui sont réalisées, de petits établissements hôteliers, des gîtes, des petites chaînes hôtelières qui mettent en place des bonnes pratiques. Quelque part, Madagascar est un terreau fertile pour les questions de tourisme responsable et de tourisme durable, parce que vous avez une nature qui est très présente, qui est très riche, très diversifiée, qui est fragile aussi, qui est menacée, mais d'où l'intérêt que portent beaucoup d'acteurs du tourisme pour essayer de la préserver. Une situation aussi économique et sociale qui incite beaucoup de ces petits acteurs à mettre en place des circuits courts, de valoriser des produits locaux, de trouver voilà, des partenariats avec des artisans, par exemple, etc. Donc, voilà, beaucoup de choses intéressantes du côté des opérateurs, du côté des destinations également, beaucoup d'engagements forts. Et là, je vais vous prendre deux exemples avec deux approches très différentes sur ce que l'on constate parmi les pays qui sont le plus engagés sur les thématiques du développement durable pour le secteur du tourisme. D'une part, c'est le cas du Costa Rica et d'autre part, le cas de la Slovénie en Europe. Avec deux approches différentes, puisque en Amérique centrale, au Costa Rica, le choix a été fait d'avoir une politique de préservation des espaces naturels très forte, d'avoir un grand nombre de mètres carrés d'espaces protégés sur le pays. Et quelque part, c'est vraiment de mettre en avant cette richesse de cette biodiversité-là et de favoriser des activités touristiques qui viennent contribuer économiquement à la préservation des zones protégées. Donc vraiment en se basant sur de l'écotourisme avec voilà, une volonté très forte autour de la biodiversité, autour de la nature en tant que telle. En Slovénie, la situation est un peu différente. Les orientations dans le pays ont davantage été de se positionner sur des outils, notamment des labels et des certifications, avec un haut degré d'engagement à travers des certifications qui sont reconnues par le GSTC, donc le Global Sustainable Tourism Council, c'est-à-dire des niveaux d'engagement, des labels et des certifications comme Green Globe ou autres, qui intègrent l'ensemble des thématiques du développement durable, le volet patrimoine culturel, le volet environnemental, dont la biodiversité, mais également le volet social en interne dans les entreprises. Et donc, la Slovénie a décidé d'inciter ses opérateurs à s'engager concrètement sur des labels et sur des certifications. Voilà deux approches qui sont différentes, qui sont complémentaires, qui sont intéressantes pour la réflexion, parce que dans les deux cas, ça peut venir nourrir la réflexion sur Madagascar, me semble-t-il, où on a là aussi un certain nombre d'acteurs du tourisme qui se sont déjà engagés sur des labels ou sur des certifications et qui ont déjà mis en place des actions, et on en discutera tout à l'heure avec les autres intervenants. Voilà, d'une manière globale, un peu ce que l'on peut dire. Ce qui me semble important, c'est de se poser la question, est-ce qu'il y a un impact ou pas du contexte actuel de la crise sanitaire. Avant la crise sanitaire, il y a quand même une montée en puissance des sujets liés à l'environnement et au développement durable dans toutes les couches de la société. On le voit très bien en Europe. Alors, avec un petit bémol. En France, par exemple, on avait fait une étude il y a une petite dizaine d'années. 90% des personnes interrogées, des Français, se disaient intéressés par le tourisme responsable. Pour autant, à l'époque, il n'était que 4, 5, 7% à vraiment aller pratiquer ce tourisme responsable, notamment dans des milieux ruraux, plutôt qu'en ville. Aujourd'hui, on a toujours ce décalage entre l'intention et la réalisation, c'est-à-dire que beaucoup de touristes se disent intéressés par ces sujets-là,
mais peu vont encore clairement consommer des produits touristiques classifiés comme durables. Néanmoins, c'est en augmentation, ça fait partie des positionnements qui sont les plus dynamiques et les plus recherchés. Donc oui, c'est effectivement déjà avant la période Covid, un enjeu stratégique et économique important. Ça l'est même, j'aurais tendance à dire, encore plus maintenant, pour deux raisons. D'abord parce que on a, à travers la situation du Covid, aujourd'hui, avec le confinement, on s'est replié un petit peu sur nous-mêmes, on a fermé les frontières. Les gens ont envie d'ouvrir les frontières, ont encore envie de voyager, d'aller découvrir des régions, mais pas de la même manière, en le faisant avec du sens, en allant des valeurs, en allant voir des choses qui sont effectivement plus authentiques, en allant voir des régions où la nature est encore belle et préservée. Donc ça, ce sont vraiment des points forts. Et voilà, ces deux aspects de la culture et de la nature sont deux arguments qui sont encore plus importants aujourd'hui dans les attentes des clientèles touristiques. Bien. Il reste toujours évidemment un besoin important qui a été renforcé, c'est celui de la sécurité d'une manière globale, la sécurité des personnes évidemment, mais sécurité sanitaire qui est désormais un élément clé à prendre en compte. Voilà. Et bien sûr, toujours la montée en gamme, la montée en compétences, la qualité d'accueil et de services qui reste évidemment toujours parmi les fondamentaux. D'accord. Merci Guillaume. C'est bien parce que ça me fait l'entrée en matière sur la question d'après. Donc, par rapport aux les opérateurs qui sont avec nous ce soir, donc, qu'est-ce qu'on pourrait tirer un petit peu comme enseignement justement de ce passage de cette crise du Covid? Comment vous l'avez vécu et voilà. Est-ce que ça vous a permis justement de vous poser des questions, d'avoir un autre regard peut-être sur le post-Covid qu'on est en train d'entamer? Je ne sais pas, qui est-ce qui veut prendre la parole? Luc, peut-être? Oui. Alors, c'est vrai que cette période nous a amené à nous poser énormément de questions, puisque pour résumer la situation, nous, deux structures hôtelières, les frontières sont fermées, et puis donc on n'a plus de tourisme, donc on est à l'arrêt. On a dû donc se poser la question de comment est-ce qu'on pouvait déjà, entre guillemets, survivre en 2020 et puis surtout comment est-ce qu'on pouvait rebondir ensuite. Pour moi, la question, on doit l'aborder à comment est-ce qu'on pourrait transformer le tourisme, le voir différemment et peut-être repenser le voyage. Et pour répondre à ces questions-là, on s'est posé, nous, et je pense que les gens qui voyagent devraient se poser aussi trois questions. Quel sens y a-t-il au voyage ? Quelle empreinte laisse-t-on à travers ce voyage? Et puis, quels sont les impacts qu'il peut y avoir à travers ce voyage? On a quelques pistes de réflexion, quelques réponses à tout ça, mais par exemple, pour nous, on souhaite vraiment s'orienter sur, on va dire, un slow tourisme, un tourisme qui prendrait plus le temps de profiter, de voyager et puis vraiment d'être en adéquation, en intégration avec les contextes. C'est vrai qu'on pourrait, entre guillemets, mettre un peu en parallèle le tourisme un peu de masse qui est, on coche les cases. Ça veut dire Lémurien, j'ai vu, ok. Paysage, j'ai vu, ok. Tsing, j'ai vu, ok. Ça, pour nous, on souhaite vraiment aujourd'hui repositionner nos produits, repositionner notre manière de faire à travers de je prends le temps et je découvre, je rencontre. Les découvertes, ça peut être des découvertes culinaires, des découvertes culturelles. Les rencontres, ça peut être des rencontres avec nos équipes. Et plutôt que de faire des séjours une journée, eh bien, on va encourager vraiment à ce que les gens restent sur des endroits 3-4 jours. Et qu'en fait, ce qui reste du voyage, c'est pas juste des photos ou des trophées, mais c'est vraiment des souvenirs, des valeurs, des rencontres. Donc, il y a tout cet apprentissage-là que nous, on souhaite mettre en avant. Et c'est peut-être la grande leçon qu'on a tirée, ou la grande question, c'est comment transformer la manière de voyager, presque de plus dire on fait du tourisme, mais en fait on voyage autour d'un sens, autour d'une empreinte, et puis autour d'impact pour le contexte dans lequel on vient. Voilà un peu la réflexion qu'on a eue cette année.
D'accord, merci beaucoup. Dorian, par rapport à un groupe, hein, le groupe donc que tu représentes, voilà, quel enseignement donc on peut tirer et puis voilà, quelles sont les questions aussi qu'il faut que ça amène peut-être. Alors, on a eu plein de questions déjà pendant cette période Covid. Premièrement, vis-à-vis de nos employés, si on devait passer en chômage technique ou non. Donc, beaucoup d'établissements ont préféré envoyer leurs employés en chômage technique. Nous, on a décidé de prendre une alternative, c'est-à-dire on en a profité pour pouvoir renforcer les formations de nos employés, faire des travaux pour profiter justement de cette période pour pouvoir faire les travaux parce qu'en haute saison, c'est quand même assez difficile de pouvoir faire des travaux dans un hôtel avec tous les clients. Ensuite, étant donné que tous nos clients sont la plupart du temps pour le business, ils ne vont pas vraiment rester ici ou visiter notre hôtel pour pouvoir découvrir Mada. Donc, on va maximiser justement leur séjour pour pouvoir les inciter à vivre en green, on va dire, leur montrer que nous avons fait le ban sur le plastique, par exemple. Nous n'utilisons pas de paille en plastique, nous n'utilisons pas de bouteilles en plastique. Ils peuvent justement acheter une bouteille réutilisable chez nous et qui peuvent remplir à chaque fois qu'ils viennent gratuitement. C'est déjà un moyen de leur montrer que il y a d'autres alternatives qu'on peut utiliser, qu'on peut prendre pour faire un geste écologique. Tout à l'heure, on abordera, Dorian, on verra justement donc sur les deux représentants hôteliers qu'il y a ici, justement, quelles sont les bonnes pratiques que vous avez mises en place. Parce que moi, j'entends souvent des gens ici qui me disent sur Madagascar, « Ah, mais non, c'est pas possible, ici, c'est trop compliqué. » Et je pense que c'est l'occasion, ce salon, de démontrer que même à Madagascar, c'est complètement possible de faire des choses. Sur d'autres conférences, j'entendais des gens qui, à plusieurs reprises, ont dit s'il y a la volonté, on peut le faire. Et je crois réellement que c'est une vraie question de volonté et qu'il faut que les leaders du tourisme s'engagent réellement et de façon plus convaincue. Et je pense que dans ce sens-là aussi, les tours opérateurs ont aussi un rôle à jouer et que les deux doivent marcher ensemble, quoi. Donc, par rapport à cette question, je pense qu'au niveau du tourisme solidaire, Aurélien, ça a été marqué aussi. Donc, fermeture des frontières, pas de touristes. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période finalement? Merci Jean-Renaud. Et puis, comme tous les opérateurs, c'était vraiment des moments très difficiles, mais on le positif, dans le sens qu'on a eu l'occasion de faire des sensibilisations avec nos jeunes, parce que par rapport à ce que j'ai avisé tout à l'heure, en fait, on a créé des jeunes mobilisés dans chaque village où on fait des séjours. Mais l'objectif maintenant, c'est de les responsabiliser, surtout dans l'objectif de préserver tout ce qui est us et coutume de chez eux, et pourquoi pas aussi du côté culinaire, et puis voir en même temps comment protéger les environnements qui sont dans leur côté, parce que ce sont des richesses naturelles déjà. Pourquoi? Parce que on veut que ce soit, une fois que ça va être durable, donc il faut que ces jeunes-là prennent aussi la responsabilité qu'on fait par rapport à le fait d'amener des touristes, des gens qui vont voyager, de visiter ces endroits-là. Et puis, je reviens avec le même idée que M. Luc par rapport au fait de trouver les nécessaires pour que les gens restent beaucoup plus longtemps dans un endroit et de bien profiter de ce qu'il y a, parce que c'est là où on peut arriver dans le vrai tourisme durable. Parce que comme ça, les visiteurs, ils vont vraiment imprégner dans le fait de visiter ces villages-là. Et puis, les gens vont se mettre dans une situation de responsabilité. Donc, actuellement, on a mis en place le cercle du sud de Madagascar. Donc, ça veut dire que les zones sud de Madagascar, là où il y a les 7 régions, on a des jeunes qui œuvrent et qui sont actifs
pour sensibiliser les gens dans des villages où il y a des richesses, comme quoi les gens peuvent visiter. L'action suivante, donc le post-Covid, c'est surtout de faire connaître aux gens que tel endroit, même s'ils connaissent déjà le lieu, c'est qu'il faut leur montrer les richesses pour que ces gens-là restent et de visiter pour avoir des impacts beaucoup plus durables dans des endroits comme ça. D'accord, merci beaucoup. Donc maintenant, je voudrais aborder la question de savoir, tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu donc, de votre engagement donc, sur les deux établissements hôteliers particulièrement. Qu'est-ce qui, si demain vous deviez recommander à un de vos confrères de s'engager dans le durable, quelles seraient les raisons, okay, que vous avanceriez pour que justement il y ait plus d'engouement au niveau des professionnels de l'hôtellerie sur Madagascar à se tourner vers justement une hôtellerie durable? Qui est-ce qui prend la parole? Luc, Dorian? Ok. Vas-y. Pour moi, bon, déjà durable, c'est vrai qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière. On peut parler de tourisme responsable, engagé, solidaire. Je pense que la première chose qu'il faut vraiment intégrer, c'est de voir les choses de manière globale. Quand je dis global, c'est pas simplement, par exemple, se focaliser en disant ben, moi, je suis un éco-hôtel, je suis très engagé sur l'environnement, mais derrière, ben, j'oublie peut-être l'aspect social, j'oublie l'aspect fiscal, j'oublie l'aspect intégration économique. Et donc, en fait, je travaille que sur un petit volet. Donc, le premier point, c'est vraiment de voir les choses de manière globale et intégrer vraiment au contexte locaux. Cette globalité-là, elle permet de s'inscrire dans une cohérence. Et cette cohérence-là, elle permet de retrouver le sens de ce qu'on fait. Et ce sens-là, dans un premier temps, il est très, on va dire, opportun pour mettre en place une dynamique locale, une motivation locale, une exemplarité locale. Mais je pense qu'elle est aussi très, très recherchée de plus en plus, en particulier avec cette période Covid où tout s'est arrêté, par les gens justement qui veulent revenir à des voyages avec beaucoup plus de sens. Donc, je crois que si on avait un message à passer à nos collègues hôteliers qui se posent encore les questions et qui pensent que le durable, ça va être des coûts, ça va être des contraintes, ça va être des problématiques, mais en fait, je pense qu'ils se trompent parce que les personnes qui ne se mettront pas dans cette dynamique-là, à mon avis, assez rapidement, ils perdront forcément des marchés qui sont en train de s'ouvrir là-dessus. Et puis, ils perdent surtout la construction et l'avenir de notre planète. Et je pense que c'est, en plus d'être un vrai engagement, une vraie responsabilité qu'on a, d'impacter à la manière dont on peut impacter, je pense que ça serait se fermer des portes d'opportunités. Et qu'aujourd'hui, si on veut perdurer, il faut savoir se transformer, il faut savoir innover, il faut voir de manière durable et globale. Nous, c'est vrai que le relais, on a une spécificité qui est très orientée sociale. Ça veut dire qu'on a un volet qui est sur l'insertion économique par des personnes qu'on récupère dans la rue. Et juste un petit exemple, anecdote, c'est vrai qu'au début, nos collègues hôteliers ou les collègues d'entreprise disaient bah, « Luc, comment ça se fait que vous embauchez des personnes dans la rue? Comment vous faites pour les payer plus que nous? Pourquoi vous les déclarez? Pourquoi vous êtes réglo? Et comment ça se fait que vous réussissez mieux que nous ?» Et ben, j'ai dit voilà, vous voyez, à un moment ou l'autre, quand on fait bien les choses, eh bien, on réussit. Donc en fait, il ne faut pas forcément voir toujours que ce sont des coûts ou des contraintes supplémentaires. Ça ne peut être que des avantages, et des avantages qui sont collectifs. Et c'est collectivement qu'on arrive à construire en fait un avenir pour un pays comme Madagascar ou comme une planète sur laquelle on est. D'accord, merci beaucoup. Justement, Dorian, je voudrais que tu nous parles un petit peu de l'expérience que j'ai, moi. C'est que l'intérêt aussi, si on peut dire ça, ce que je vois en tous les cas dans les établissements qui sont engagés dans une démarche RSE ou durable, c'est vraiment un ciment au niveau des équipes. Vraiment, c'est quelque chose qui aide au niveau de la motivation des équipes. Et très souvent, moi, dans les colloques que j'anime ou dans les formations, ça revient, ce problème de motivation des équipes et tout ça. Donc, à votre niveau, parce que bon, vous allez vous trouver à la tête de 3 hôtels, donc ça va faire quand même beaucoup de monde. Voilà, comment c'est vécu à votre niveau? Vous êtes plutôt sur quelque chose de haut de gamme, hein, puisque vous allez sur du 4 étoiles, si je ne me trompe pas. Oui, 4 étoiles.
C'est ça? Ok. Donc, bon, voilà, je veux dire, c'est intéressant de voir comment vous vivez ça. Alors, on est peut-être Juste une là. minute. Oui. Allô, s'il vous plaît, les personnes qui ne parlent pas, merci de fermer vos micros de façon à ce qu'on puisse entendre les gens qui interviennent. D'accord. Alors, on est peut-être l'un des seuls hôtels à avoir une équipe qu'on a appelée Green Team, justement, pour pouvoir motiver chacune de nos équipes. Nous prenons, comment ça se passe? Nous prenons un membre de chaque département pour représenter justement leur département et voir comment est-ce que eux ils peuvent dans leur département faire en sorte de faire avancer l'hôtel dans un sens durable. On aura peut-être une femme de chambre dans l'équipe de l'hébergement qui dira que en fait finalement si les clients décident de ne pas laver leurs serviettes, on économisera plus d'eau. Un membre de la maintenance pourra dire que si on utilise des cartes pour l'électricité, nous économiserons plus d'électricité. Il suffit de renforcer les formations, de faire comprendre à tous que ça profite à tout le monde. Ça ne profite pas seulement uniquement aux clients ni à la société, mais aussi pour chacun. Si nos employés comprennent les bénéfices qu'on peut avoir personnellement en faisant des gestes durables, ils peuvent l'enseigner justement chez eux, autour d'eux, et rayonner dans ce sens où on pourra inciter plus de monde justement à avoir des gestes éco-durables. Au départ, on ne comprend pas. On pense justement que c'est juste pour un certificat, pour avoir une belle image de l'hôtel. Mais en fait, quand on explique un peu plus profondément le pourquoi du comment aux employés, on a un engouement de la part de chacun. D'accord, merci beaucoup. Justement, par rapport à cet engouement, est-ce qu'éventuellement, donc, pourriez me donner quelques exemples? Tout à l'heure, tu as commencé à le faire, Dorian, de choses qui ont été mises en place. Alors, effectivement, il y a des choses qui demandent peut-être certains investissements au début, mais pas forcément finalement. Non, pas obligatoirement. On a, par exemple, un brunch acheté aux hôtels Tambo égale un arbre planté. On est en partenariat avec Bondy qui va justement s'occuper des pépinières et que l'équipe de la Green Team des hôtels Tambo, c'est-à-dire il y a une implication des employés où on va avoir une série de reboisements. Ça, c'est déjà de 1. On a aussi, par exemple, on récolte de l'eau de pluie, par exemple, pour pouvoir arroser nos jardins. En cuisine, lorsqu'ils lavent les légumes sans produits chimiques, nous récoltons aussi l'eau qu'ils ont utilisée pour laver les légumes pour pouvoir arroser le jardin. C'est un meilleur moyen de ne pas justement gaspiller de l'eau parce qu'on sait que en ce moment l'eau c'est vraiment une denrée rare ici sur Terre. Nous trions aussi les déchets que nous avons un partenariat avec Fanavoudan qui récolte justement le papier qui engage des femmes avec des difficultés professionnelles pour pouvoir faire des bijoux que nous revendons ici aux clients. Donc, ça va pas dans un seul sens, ça va dans les deux sens en fait. Oui, ce que je trouve intéressant, c'est justement cette liaison qu'il y a entre à la fois donc, le respect de la planète, on va dire, et la dimension sociale. Et on sait combien à Madagascar, justement, cette dimension sociale, elle est extrêmement importante. À ton niveau, Luc, tu es complètement dans le thème, hein, puisque le social, c'est quelque chose qui te concerne beaucoup. Donc, quelles sont les pratiques, justement, qui ont été mises en place dans les hôtels? Donc nous, notre grosse raison d'être, c'est quand même la réinsertion sociale pour des personnes en difficulté. Donc la plupart de nos salariés aujourd'hui, ils sont issus de parcours d'extrême exclusion, donc des personnes qui peuvent venir de la rue ou des personnes qui sont incarcérées à un moment ou l'autre.
et qui passent par des parcours, on va dire, d'insertion, formation. Ça, c'est vraiment le gros volet. Mais je pense qu'il y a beaucoup de volets en fait qu'il ne faut pas oublier. Des choses toutes bêtes, comme par exemple avoir une fiscalité propre, c'est la base. Mais il y a beaucoup de structures qui se disent engagées et durables et qui, par exemple, ne vont pas forcément déclarer l'entièreté de leurs salariés au niveau CNAPS et autres, qui ne vont pas forcément les rémunérer correctement ou leur accorder leurs droits. Donc ça, c'est une première chose qui est importante. Ce n'est même pas un engagement durable, c'est un engagement que toute entreprise devrait prendre. Complètement. Ne serait-ce qu'aussi déclarer d'impôts. Et puis, sur l'aspect social, il n'y a pas que le social en interne, toute la partie sociale, on va dire, qui gravite autour de la structure, l'écosystème local. Et donc, c'est très important on revient à l'impact, ou voire à l'empreinte de ce qu'on peut avoir, et de travailler avec les personnes qui sont sur place. Par exemple, si vous construisez un hôtel et que derrière, vous allez importer entièrement tous les matériaux pour le construire, ça n'a pas non plus beaucoup de sens. Autant faire travailler l'économie locale. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de rester dans cette circularité au niveau des interactions que l'on peut avoir, au niveau des personnes qui peuvent graviter autour du sujet. Par exemple, nous, les structures hôtelières qu'on a, on ne les a pas entièrement construites parce qu'elles étaient commencées, donc on les a finies. Mais si vous voulez, on a été quand même chercher du bois qui était fait localement, qui était tracé. On a été teinter les murs en pigments locaux, avec de la pierre locale. Donc, on a été travailler avec des artisans locaux. Ça, c'est pour la construction du bâtiment, histoire d'avoir un bâtiment qui soit quand même intégré, éco-conçu. Et puis, c'est aussi vrai sur tout ce que vous allez mettre, par exemple, dans l'assiette en restauration. Un exemple tout bête, même nous, on a du chemin encore à parcourir, mais la semaine dernière, je taquinais notre chef cuisinier qui mettait un thé importé et puis un thé local. Et je disais non, tout ce qui est importé, aujourd'hui, il faut qu'on le sorte de la carte et qu'on ne cuisine que de saison, qu'on ne cuisine que du jardin, qu'on ne cuisine que des choses locales qui en plus vont raconter une histoire et permettre vraiment de recréer ce lien que j'évoquais tout à l'heure, recréer le lien avec le chef cuisinier qui peut raconter une histoire, quitte à ce que la personne qui voyage passe en cuisine à accueillir dans le jardin les fruits. Et donc ce social-là, c'est aussi du lien social qui est important et qui peut être important à créer entre des cultures, une culture extérieure qui vient voyager dans un pays qu'il ne connaît pas et qui peut aussi apporter, on va dire, un partage ou une ouverture ou quelque chose, et qui fait que les personnes aussi, nos équipes, voyagent aussi indirectement au contact d'autres personnes. Donc l'aspect social, on peut le voir vraiment sur différentes facettes, que ce soit en interne de l'entreprise, que ce soit en externe. Et il y a beaucoup de choses à faire et il ne faut surtout pas se brider sur la créativité, sur l'envie de faire des choses. Et il ne faut pas non plus imaginer que vouloir faire du social, ce n'est pas forcément la priorité. Ça l'est. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'il y a un élément aussi qui est important, et particulièrement ici à Madagascar, partout, mais enfin, ici, c'est, je pense, l'aspect culturel. Et peut-être que justement, Aurélien, tu pourrais un petit peu nous parler justement donc, de ce circuit Cercle du Sud. Donc voilà, qu'est-ce que vous montrez au niveau des aspects culturels? Puisque c'est bien ça, hein, ce que vous organisez, vos voyages à vous, si j'ai bien compris, c'est donc vraiment emmener les gens vivre dans les villages et voir vraiment comment ça se passe au niveau des villages du Sud. Donc voilà, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de ce que vous faites faire aux touristes qui viennent vivre cette expérience chez vous là-bas? Oui, en fait, du côté, je reprends un peu sur le côté social, parce qu'une des choses qu'on a mis en priorité, c'est de sensibiliser les gens, comme quoi tout ce qui est autour d'eux, ce sont des richesses, et c'est à partir de ça qu'eux, ils peuvent créer des activités pour les jeunes, dont l'impact, ça peut être des aspects sociaux, économiques, et puis il y a aussi le côté sécuritaire, par exemple. Et pour le moment, en fait, ça fait déjà 5 ans qu'on a mis en place donc des systèmes de voyage solidaires, comme quoi on amène les gens à vivre à chaque habitant pour avoir plus de contacts et puis de rencontres avec les gens et de leur montrer ce qu'il y a comme activité culturelle dans les régions où on va. Je prends par exemple celui de Fianarantsoa dans la région de Haute-Mathiat, où on passe vraiment 2 jours sans sortir du village, mais avoir des contacts avec les gens, comme quoi ils vont assister
à des activités culturelles comme le rodéo et tout ça, et puis de voir des rencontres avec les doyens du village et surtout assister à tout ce qui est vie quotidienne de gens dans le village où on va. Et donc, c'est à partir de cette expérience-là qu'on a mis en place le Cercle du Sud, comme quoi les 7 régions actuellement, on a 7 villages. Pour l'instant, on a pris 7 villages aussi dans les 7 régions pour mettre en place des activités comme ça. C'est vrai que nous, le choix Virtual Tour, on a mis en place ce type de voyage, mais par contre, pour que ça soit à long terme et qu'on arrive à avoir des impacts pour les gens dans le village où on a mis ces activités-là, on partage aussi avec nos collègues qui organisent des voyages, c'est-à-dire de faire connaître ces villages-là, parce que c'est à partir de là où on peut voir l'impact et les effets de ce qui a été fait et que ces gens-là vont pouvoir bénéficier des passages des voyageurs dans les régions citées tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. Je vois que le temps passe très très vite. Donc, je voudrais avoir une question, on va dire peut-être pour conclure, et je vais me tourner vers les ministères. Aujourd'hui, c'est une évidence que c'est une nécessité au niveau mondial, et je dirais presque plus encore pour Madagascar. On a dit tout à l'heure l'urgence de protéger la biodiversité et de protéger toutes les richesses. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses à Madagascar. Donc, quelle vision et peut-être quelques pistes d'action qui sont en cours justement pour contribuer à cette protection, que ce soit au niveau du ministère de l'Environnement et au niveau du ministère du Tourisme, où peut-être il faut justement valoriser encore plus ce tourisme durable. Mieux peut-être pour le ministère de l'Environnement, c'est quoi la vision à court terme, peut-être un peu plus loin par rapport justement au tourisme durable ou responsable? D'accord. Oui, par rapport au tourisme durable, tourisme responsable, durant cette crise COVID-19, on a tous vu que la nature, l'environnement, les ressources naturelles ont pu bien prouver qu'ils ont des solutions à présenter pour résoudre, pour nous aider à résoudre ce problème. Si on ne cite que, par exemple, les huiles essentielles, les différentes plantes médicinales. Donc, en ce qui concerne, en relation avec le tourisme durable, la vision, c'est qu'on aimerait promouvoir un tourisme, collaborer pour promouvoir un tourisme plus respectueux de l'environnement et aussi des actions qui intègrent bien les touristes dans la protection de l'environnement, des ressources naturelles. Et j'aime bien l'idée que, par exemple, Dorian Talber, son hôtel a développé activités comme un brunch acheter un arbre planté. On peut bien aussi collaborer dans ce sens, par exemple, un touriste, un arbre planté, pourquoi pas. Comme ça, il y a l'aspect économique parce que les touristes font faire entrer de devises, sources de revenus, mais il y a aussi le volet environnemental parce qu'ils collaborent pour sauvegarder, sauvegarder les ressources naturelles, mais aussi pour aboutir à la vision de Madagascar, c'est-à-dire revertir l'île. Donc, c'est dans ce sens, on aimerait bien développer la RSE dans ce sens. Et aussi, on aimerait bien travailler avec le secteur tourisme. Il y a beaucoup de pépiniéristes au niveau de toutes les régions, à travers les directions régionales, avec qui les hôteliers peuvent travailler et pour appuyer cette vision de Madagascar, revertir l'île, planter beaucoup d'arbres.
Donc, voilà la vision en relation tourisme et protection de l'environnement. Voilà. Et alors justement, moi j'ai une question par rapport à ça. On sait combien aujourd'hui Madagascar est en danger par rapport à sa biodiversité. Est-ce que vous ne croyez pas justement que le secteur du tourisme, mais là je vais peut-être insister davantage plus au niveau des hôteliers, n'ont pas un rôle à jouer dans cette protection justement de la biodiversité en étant acteurs quelque part et en incitant aussi, bien évidemment, les touristes à être acteurs dans leur voyage et à prendre soin par rapport à tout ce qui est merveilleux qu'ils découvrent. Oui, justement, les touristes, les hôteliers ont vraiment des rôles aussi, des interventions à faire en ce qui concerne la protection de la biodiversité. Et jusqu'à maintenant, la SRE, c'est une sorte d'action volontaire, mais je crois que ça doit être allé un peu plus loin parce que ça doit aller un peu plus loin parce que voilà, la biodiversité, c'est aussi la raison de vivre des acteurs touristiques. Donc, ils doivent s'impliquer beaucoup davantage dans ce sens. D'accord, Et merci. le ministère est là pour collaborer et pour être avec eux, pour appuyer leur initiative aussi. D'accord, merci. Donc justement, je me tournais donc vers le ministère du Tourisme. Donc, qu'est-ce que le ministère du Tourisme donc, peut faire ou envisage de faire par rapport aux hôteliers, aux acteurs du tourisme de façon globale, justement, pour peut-être les inciter davantage à aller dans cette démarche durable, voilà, sur le court terme ou sur le long terme. Est-ce qu'il y a des programmes qui sont prévus? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Oui, merci Jean-Arnaud de m'avoir donné la parole. Effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait déjà depuis 2014 qu'on a mis en place dans nos politiques publiques la mise en place du tourisme durable à Madagascar. Donc actuellement, je tiens à vous informer que nous sommes en train d'élaborer une politique publique du tourisme pour les 5 prochaines années. Et dans cette politique, justement, comme avait si bien expliqué M. Guillaume Béraud, que le tourisme durable, ça fait partie des recommandations de l'Organisation mondiale du tourisme. Donc, avant de dire la vision du ministère du Tourisme, j'aimerais tout simplement redéfinir un peu ce qu'on attend, nous, par le tourisme durable, le tourisme responsable. Donc, pour moi, c'est basé sur le respect, la qualité, l'échange et la solidarité. Tous ces éléments aussi répondent aussi au principe de développement durable. Donc, cela permet d'assurer une activité économique viable sur des bases saines à long terme, des emplois stables, en offrant des bénéfices sociaux pour les communautés d'accueil. Effectivement, pendant cette pandémie, donc, nous étions en pleine réflexion avec le secteur privé aussi, et j'abonde dans le sens de M. Luc Ronsin que, effectivement, la grande question dont on se pose, comment transformer la manière de voyager et surtout, j'aime bien ce qu'il a dit, quel sens, quelle empreinte et quel impact pour le secteur du voyage. Donc, pendant cette pandémie, le ministère a essayé de prendre des mesures en mettant en place des protocoles. Il faudrait d'abord rassurer les voyageurs. Donc, nous avons mis en place un protocole d'hygiène et de sécurité sanitaire et il y a eu des formations des formateurs de presse dans toutes les régions de Madagascar. La deuxième solution aussi, c'était, d'ailleurs, c'est la promotion du tourisme national en créant le site web dédié aux offres promotionnelles du tourisme, les bons plans de tourisme Madagascar. Ça, donc, c'est vision, pour mettre en place, je vais parler les perspectives
dans la politique publique, et nous sommes en train de le faire en ce moment, c'est d'améliorer, de prendre en compte d'abord de manière effective les questions de développement durable dans les secteurs, améliorer la conformité des pratiques aux standards de développement durable, favoriser les investisseurs avec une politique RSE reconnue et encourager les acteurs à l'adhésion aux programmes internationaux. Donc, pour conclure un peu ce thème-là, donc je dirais qu'aujourd'hui, suite à la crise sanitaire que nous rencontrons, je pense et je suis convaincue que le tourisme responsable devient la solution. Le stay at home prôné en période de confinement reste toujours une tendance à adopter. Donc, pour ma part, le tourisme responsable doit encourager les bonnes pratiques sanitaires, mais il doit aussi survivre. Pour cela, l'ensemble des acteurs de toute l'industrie touristique devait intégrer les impératifs du développement durable, comme l'a décrété en 2004 l'Organisation mondiale du tourisme. Et il faut, enfin, le tourisme, s'il se responsabilise, permettra de trouver une balance équitable entre l'aspect environnemental, économique et socio-culturel. Donc, Madagascar pourra ainsi profiter des retombées économiques et bénéficier de nombreuses créations d'emplois. La valorisation des patrimoines locaux, des traditions, des cultures, ainsi que la préservation de la biodiversité, le respect de l'environnement, permettront aussi de proposer des produits et des services de qualité pour les touristes. Comme il y a des ONG aussi parmi nous, donc les ONG, les professionnels du tourisme, les touristes, les populations locales doivent s'impliquer dans ce sens-là. Voilà donc ma petite réflexion sur ce thème-là. Merci beaucoup. Nous avons perdu Jean-Philippe, peut-être à cause de la Jirama, malheureusement. Je vous remercie à tous pour ces échanges très fructueux. Juste peut-être avant de conclure, nous avons 3 réflexions. Alors, 4 réflexions. Une personne vient de rajouter un petit commentaire. Alors, je vais juste les passer en fil. Donc, la première réflexion nous vient de Rarnoussi, c'est ça? Oui. Qui nous fait la réflexion comme quoi on ne peut pas envisager raisonnablement une politique de développement durable tant qu'on ne daigne pas subvenir de façon concrète aux besoins de survie des acteurs, notamment cités opérateurs et collaborateurs du secteur. Notre deuxième commentaire nous vient de Jean Chrysostome, qui nous pose la question, on avale quelques précisions sur des statistiques, quels sont les engagements volontaires que peuvent prendre les opérateurs du secteur pour infléchir l'érosion de notre biodiversité? Donc ça, je pense que quelques points ont déjà été évoqués préalablement. Je ne sais pas si nos intervenants souhaitent rajouter des éléments de réponse à cette question. On n'a pas évoqué une piste, mais c'est Luc le relais, hein. C'est toute la partie, on va dire, produits chimiques et autres. Et donc, par exemple, nous, on a choisi d'utiliser en chambre que des produits naturels en cuisine. Donc, en fait, la protection de la biodiversité, il ne faut pas seulement le voir comme du reboisement ou comme protéger, préserver les lémuriens. Il faut le voir, encore une fois, de manière très globale et toujours voir la moindre chose qu'on fait, elle a toujours une empreinte sur la biodiversité. Donc, il faut le passer de manière très globale. Un petit exemple comme ça, les produits chimiques, par exemple. Merci, Luc. Est-ce que quelqu'un souhaiterait rajouter quelques éléments? Non? Guillaume? Oui. Oui, allez-y, Stella. Oui. Excuse-moi. Votre micro est coupé. Alors. Voilà.
Oui, c'est bon, là, c'est bon. Oui, merci. Oui, je vais essayer d'apporter une réponse à la question de M. Jean-Chrysostome, là. Je crois, quelles sont les mesures qu'on pourrait faire en tant que ministère du Tourisme. Moi, je proposerais qu'on... Parce qu'actuellement aussi, nous sommes en train de faire la mise à jour du Code du tourisme. Comme j'ai dit tout à l'heure, que les investisseurs touristiques, on va privilégier ceux qui adoptent la politique de RSE. Il faudrait peut-être, parce que ça fait partie de notre rôle aussi de faire la réglementation. Et comme nous sommes en train de faire la mise à jour du Code du tourisme, on peut faire aussi des obligations qu'il faudrait mettre en place, il faudrait limiter nos empreintes sur l'environnement et voir aussi le volet social dans tout investissement touristique. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Merci. Guillaume, vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, pour avoir un petit regard aussi sur ce qu'il se fait dans d'autres pays, sur ces questions de biodiversité, puisque c'est un sujet clairement qui est fort et important sur Madagascar. Il y a aussi des initiatives dans d'autres destinations qui existent, et notamment à travers des actions de labellisation pour des structures, aussi bien d'ailleurs pour des voyagistes que pour des restaurants ou des hôteliers, qui incitent à travers un certain nombre de critères effectivement à adopter des bonnes pratiques. Comme ça a été évoqué tout à l'heure, un hôtelier ou un restaurateur va avoir, par son fonctionnement au quotidien, par ses achats alimentaires, par les matériaux de construction, par l'aménagement des espaces verts, par l'entretien et l'utilisation de produits chimiques, peut avoir un impact sur la biodiversité localement, mais peut avoir aussi un rôle, comme on l'a déjà évoqué, d'inciter ses clients à aller découvrir les richesses de la nature, à aller avec des guides découvrir la faune, la flore, des espaces naturels, voilà, adopter. Et quelque part, le client qui va bénéficier de tels séjours reviendra chez lui transformé et aura envie aussi à son niveau de participer à la protection de la biodiversité. Donc voilà, il y a différents outils pour tout type d'acteurs. Comme ça a été dit, il y a ces multi-acteurs, cette question de la biodiversité. Et quelque part, le secteur du tourisme, c'est aussi multi-acteur. Que l'on soit hôtelier, voyagiste, ministère, aires protégées, population locale, etc., chacun peut, à son niveau, peut apporter des actions, mettre en place des choses. Ça me semble important, comme ça a été évoqué précédemment, d'avoir une vision globale, mais ça n'empêche pas effectivement d'avoir des actions précises, locales et très concrètes. Merci beaucoup, Guillaume. Je vais prendre un peu la parole. D'accord, oui. Je joins un peu le point de tous en disant en rappelant aussi que pour le secteur hôtelier, il n'y a pas que les clients. Il y a aussi tous les acteurs avec qui nous travaillons, les fournisseurs. Nous pouvons exiger une charte environnementale de chacun pour pouvoir travailler justement et pour pouvoir échanger économiquement avec les autres entreprises. C'est un moyen aussi de pouvoir faire en sorte que nous, de notre côté, on fait un effort pour la planète, mais que nos partenaires aussi, eux, de même, de leur côté, font des actions environnementales. Voilà. Merci beaucoup, Doriane. Biour, est-ce que tu souhaiterais rajouter quelques points supplémentaires? Ce que j'aimerais rajouter, c'est que là, il y a les opérateurs économiques, les hôteliers qui font quelque chose pour, comme ils ont dit, pour contribuer à la préservation de la biodiversité face à cette érosion de la biodiversité. Mais je pense aussi que la population locale a aussi des rôles à jouer
et les actions sont prioritaires. Donc, le ministère agit dans ce sens aussi. Il n'agit pas que sur les acteurs privés, les opérateurs, mais aussi sur la population locale à travers les différentes sensibilisations, formations et tout, pour qu'ils soient aussi bien conscients que l'environnement, et les ressources naturelles, sont là pour leur bien-être, pour leur économie. Mais il faut aussi, là, j'aimerais insister, il faut aussi qu'ils perçoivent les retombées économiques de toutes ces activités-là. Parce que quelquefois, même s'il y a une sorte de, par exemple, des gestionnaires, des hôteliers, des opérateurs économiques qui tirent bénéfice. Quelquefois, ils oublient la communauté locale. Donc, là, côté économique, social et environnemental, et tous les acteurs, toutes les parties prenantes doivent être considérées et doivent en tirer profit. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je lis quelques commentaires, vu le temps qui nous est imparti, que nous avons un peu dépassé. Alors, nous avons Patrice qui nous fait une remarque très pertinente d'ailleurs, que le tourisme ne veut pas seulement dire hôtelier, les tours opérateurs jouent un rôle très important aussi. Effectivement, et ma high expédition qui rejoint cette remarque de Patrice. Alors, nous avons aussi Rangia Manatena qui nous fait une remarque sur le besoin actuel d'aller vers la sensibilisation, de la conscientisation des autochtones pour la protection de l'environnement, qui rejoint un peu tout ce qui a été dit préalablement. Un dernier point peut-être. Alors, nous avons une remarque, une question de Christine R qui dit si la même crise devait revenir demain, comment pourrait-on éradiquer et comment pourrait-on se préparer à cela? Est-ce que quelqu'un pourrait apporter des pistes de réponse, des réflexions pour conclure un peu aussi tout ce qui a été dit, pour capitaliser un peu tout ce qui a été dit? Non? Oui, Guillaume. Je laisse la parole à Luc. Ah, d'accord. Non. Ouais, je voulais juste peut-être taquiner, mais c'est vrai qu'il faut s'y préparer parce que ce genre de choses, ça va forcément un jour ou l'autre revenir. Oui. Et s'y préparer, c'est simplement savoir qu'est-ce qu'on veut construire, ou plutôt co-construire comme avenir. Et donc, ça rejoint toujours les questions du sens. De toute façon, la seule manière de se préparer, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut au fond de soi, de manière intrinsèque, et comment est-ce qu'on transforme les structures pour qu'elles laissent derrière une empreinte minime et que les impacts sociaux, économiques et autres soient réels et équitables et équilibrés. Et pas dans ce monde mondialisé où les choses sont complètement déséquilibrées au profit de certaines personnes. Donc, de toute façon, ça va revenir et il faut juste que chacun le veuille. Tout à l'heure, on a parlé de c'est compliqué le durable. C'est pas compliqué, c'est pas contraignant, c'est une question de volonté, c'est une question de vision. Il faut juste simplement le faire et le faire pleinement, pas le faire à moitié, en toute cohérence, en toute conscience. Il faut s'y préparer. Merci beaucoup. Guillaume? Oui, pour rebondir sur, et je rejoins tout à fait les propos de Luc,
Et pour rebondir sur la question, quelque part, cette pandémie nous a fait découvrir quelque part aussi la fragilité, l'instabilité de notre activité touristique. Dès que les frontières sont fermées, voilà, ça bloque beaucoup de choses. Et c'est aussi notre dépendance vis-à-vis d'un certain nombre de produits de l'étranger, que ce soit en termes de clientèle, mais aussi de fournisseurs. Donc, quelque part, cette expérience que nous vivons tous collectivement, c'est aussi une expérience sur laquelle on peut capitaliser parce qu'à l'avenir, il y aura d'autres crises. Ça, c'est une certitude. De la même ampleur, peut-être pas, sur d'autres bases, peut-être pas sanitaires, etc. Mais il faut qu'on garde à cet esprit de savoir se réinventer, de retrouver, d'aller puiser de nouvelles idées, d'aller rebondir à partir de ce que l'on sait faire. Donc, finalement, on a une expérience et cette expérience-là nous rendra plus forts pour l'avenir. Et le tourisme durable en particulier peut nous y aider parce qu'on a cette réflexion de fond sur les valeurs, sur ce que l'on veut vraiment défendre et qu'est-ce qui est important dans nos activités, comment on travaille collectivement. Comme je dis souvent, c'est un sport collectif, le tourisme durable. Comme on l'a évoqué avec les fournisseurs, avec l'État, avec les populations locales, avec les voyagistes, les hôteliers, tout le monde a un rôle à jouer. Et de renforcer ces liens, cette interdépendance entre nous, localement, avec des clientèles de proximité, diversifiées. Tout ça sont des éléments qui vont nous permettre d'être plus résilients pour les années à venir. Merci beaucoup. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il est possible de prendre la parole, s'il vous plaît? D'accord. Ok. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, je suis Mio. Je suis la présidente de l'Association nationale pour le tourisme responsable et solidaire. Après toutes les conversations, en fait, j'ai une petite remarque à faire. On se rend compte que tout le monde est actuellement conscient de l'importance de la responsabilité par rapport à l'environnement, au tourisme durable, responsable. Il y a eu beaucoup de réunions, de partage depuis, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas eu d'action en profondeur, c'est-à-dire que finalement, chaque association, chaque membre, chaque hôtel, chaque tour opérateur, chaque entité, ils essaient par eux-mêmes de développer un petit peu la responsabilisation liée à l'environnement, à l'organisation de façon interne. Donc, je pense qu'il manque quand même de l'appui par rapport à la sensibilisation en profondeur, je dirais. Par exemple, comme l'unification des activités ou des formations ou des informations pour que tout le monde s'y retrouve un petit peu ou que tout le monde essaie de démarrer avec quelque chose de concret pour continuer chacun de leur côté, parce que ce n'est pas facile pour chaque entité. Et donc voilà, je pense qu'il manque beaucoup d'informations, beaucoup d'actions, par exemple au niveau des hôteliers proprement dites, des chauffeurs, des guides, des accompagnateurs et même des sociétés. De plus en plus de sociétés voudraient entrer et connaître de plus en plus ce que c'est le RSE, mais je trouve qu'il manque beaucoup d'informations, voilà, de partage et de concrétisation de quelque chose. Nous, par exemple, dans notre association, nous avons beaucoup d'associations villageoises, d'accueil villageois. J'ai assisté à plusieurs réunions virtuelles durant la réunion sur les politiques du tourisme.
Il a été mentionné à plusieurs reprises qu'il manquait une reconnaissance justement par rapport à la procédure de la création et de la réalisation des accueils villageois, ce qui est la base souvent du tourisme responsable et solidaire. Mais concrètement, ce n'était que des remarques et voilà, tout le monde se dit oui, c'est intéressant, c'est nécessaire, mais en tant qu'association nationale pour le tourisme responsable et solidaire, nous pensons que nous manquons d'appui et de possibilités de se développer et d'élargir un petit peu ce mode de tourisme. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre intervention, Mure. Je vous en prie. Aurélien, vous souhaitez… Oui, d'accord, oui, merci, oui. Oui, justement, parce que par rapport à la question de tout à l'heure, comme quoi si la pandémie revient, mais je pense que c'est déjà une occasion actuellement que tout le monde est sensibilisé et que tout le monde a pris sa responsabilité pour avancer vraiment dans le développement durable. Là, on parle de tourisme durable. Et une des choses plus importantes, et c'est très intéressant aussi, c'est de pouvoir sensibiliser et de responsabiliser les gens locaux. Parce qu'à partir du moment où ils sont sensibilisés et qu'ils prennent leurs responsabilités, la préservation de tout ce qui est autour sera une opportunité déjà pour eux. C'est-à-dire la préservation de tout ce qui est culture et tout ce qui est environnement et de garder vraiment leur, on va dire, leur authenticité pour que les gens qui visitent vont découvrir vraiment les aspects en tant que voyageurs, c'est-à-dire de donner la valeur de ce qui est autour de chaque village ou de chaque entité qui reçoivent des voyageurs. Et puis, par rapport au fait de mettre en place des soutiens de tout ce qui est partie prenante dans les ministères et puis des autres entités aussi, c'est une des choses qui peuvent vraiment donner des appuis pour les opérateurs et pour les acteurs pour qu'on arrive vraiment dans le sens de la durabilité. Et maintenant, pourquoi si ça revient? Et donc, du coup, je pense qu'il n'y aura pas de tort pour le fait qu'on avance actuellement, parce que tôt ou tard, ça va revenir et que tout le monde va pouvoir profiter de ce qui a été fait en ce moment. Et c'est le temps de mettre nos empreintes sur la mise en place de ce système de tourisme durable. Merci beaucoup, Aurélien. On a pas mal avancé par rapport au temps. Je vous remercie encore à tous pour vos interventions. Pour conclure un peu, pour briller très brièvement sur notre session, je me permettrai de reprendre un peu la réflexion de l'un de nos participants, comme quoi il est temps maintenant d'agir et puis surtout d'aller vers une meilleure sensibilisation et une meilleure conscientisation de toutes les parties prenantes, parce que le tourisme durable inclut pas mal de parties prenantes. Et puis, comme vous l'avez tous plus ou moins mentionné, il est temps d'agir pour laisser une empreinte durable pour les générations à venir et aussi pour les générations à venir. Alors, merci à tous pour ces échanges. Juste avant de conclure, nous souhaiterons prendre une petite photo de groupe de tout le monde. Donc, je vous inviterai tous à allumer vos caméras. Alors, pour que nous puissions faire une petite photo de groupe, voilà, 2 secondes. Juste 5 petites secondes que tout le monde puisse se connecter, rallumer sa caméra. C'est bon? Donc, à 3, 1. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Bonne fin de soirée.
Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir et merci tout le monde.